Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Yannick Bardy. Bonjour Yannick et merci d'être là. Je te l'ai dit en off, hein, mais tout le monde me pose la question, c'est qui Yannick Bardy? Qu'est-ce qu'il fait au juste? En fait, on le voit partout, mais il est dans la recherche clinique, il est dans la science, il est où? Dans la santé, innovation. Donc voilà, aujourd'hui, c'est l'occasion d'expliquer tout ça à tout le monde. Et est-ce que tu peux te présenter, raconter ton parcours surtout et ce que tu fais aujourd'hui? Bonjour Nawel, c'est vraiment un bonheur d'être avec toi et avec ta communauté aujourd'hui, la recherche clinique.com, qui est un partenaire de notre association professionnelle ANAT. Donc je suis ravi d'être avec toi. Si je devais le dire en une phrase, mais ça va pas vous aider, je me définis comme un entrepreneur institutionnel ou un entrepreneur de normes. C'est ainsi que pendant ma thèse, on m'a défini, qu'on a défini mes travaux appliqués à la sûreté pharmaceutique. Alors, quel est mon parcours? Comment j'en suis arrivé à ça? Première question, c'était comment j'ai choisi d'être ARC. J'avais déjà répondu, je crois, pendant les RNAT, je n'ai pas choisi d'être ARC. Je ne pouvais pas choisir d'être ARC, car lorsque j'étais lycéen, le métier n'existait pas. Et j'ai suivi mes aspirations, les sciences de la vie, un métier de voyage, être utile, donc un métier qu'on appellerait aujourd'hui de la responsabilité sociétale finalement. Et puis mon métier est arrivé grâce à Claude Durier, grâce à son collègue Cyrus Klah, avec la loi de 88. Et puis à la faculté de pharmacie de Montpellier, des gens ont eu la bonne idée, en lien avec Sanofi et d'autres laboratoires à l'époque, de créer une formation d'ingénieur santé, de laquelle je suis issu. Je suis parti de la première promotion de cette école d'ingénieur santé. Donc ingénieur santé de formation, c'est comme ça que je deviens attaché de recherche, d'abord chez Sanofi, puis chez Pasteur Mérieux Sérum et Vaccins, qu'on n'appelait pas encore Sanofi Pasteur, donc à Lyon, je poursuis. Puis je travaille pour des CRO, puis je me lance assez rapidement comme attaché de recherche indépendant en 1999, donc finalement assez jeune, dans un métier lui-même assez jeune. Donc les aspirations étaient là, hein, un métier des sciences de la vie, un métier de voyage, un métier dans l'innovation, et puis le goût de l'indépendance. Et c'est un choix difficile parce que j'ai compris moi-même très vite que c'était un billet aller simple. Hein. C'est difficile de faire marche arrière quand on a goûté à la liberté. Il faut dire ça à nos internautes. On gagne pas forcément plus d'argent, on gagne mieux de l'argent et surtout on est libre de travailler avec qui l'on veut. C'est ça qui n'a pas de prix. Qu'est-ce que j'appréciais le plus dans ce métier? Le fait que c'est un métier qui ne peut pas être routinier. On ne peut pas travailler pour deux protocoles identiques, c'est impossible. Donc on est toujours dans l'innovation, la nouveauté, pas de routine, et on rencontre des gens extraordinaires. Des gens qui, comme nous, ont un métier passion. Alors j'ai poursuivi, et puis à l'aube des 40 ans, je me suis posé des questions plus fondamentales sur mon métier. Qu'est-ce qu'on ferait si on était moins bête? Qu'est-ce qu'on ferait si on était meilleur? On garantirait la sûreté pharmaceutique. On améliorerait les pratiques encore plus que ça, et on ferait intervenir des machines. À l'époque, j'étais l'inventeur d'un premier prototype au milieu des années 2000, un prototype d'ERP en recherche clinique. Puis j'ai poursuivi avec un système de paiement en recherche clinique, et puis je suis parti en recherche fondamentale pour comprendre de quoi je parlais moi-même. Qu'est-ce que j'entends par sûreté pharmaceutique? Puisque j'ai inventé ce concept, qui est un concept de transposition d'un certain nombre de règles de haute fiabilité qui existent dans l'aéronautique, dans le spatial ou dans le nucléaire civil, et pour des raisons qui restaient assez troubles, qui ne se pratiquaient pas systématiquement dans notre domaine. Bon voilà, vous le savez, ça m'a permis d'avoir cette thèse, de publier l'ouvrage Sûreté pharmaceutique qui est sorti en décembre, et qui permet, je crois, au laboratoire de comprendre qu'on peut faire mieux avec moins, en utilisant mieux les données existantes, en épargnant des patients, bref, en étant éthique et sécure, on peut Un arriver ouvrage, entre parenthèses, un ouvrage que j'ai commandé et que j'attends avec à... impatience. que je te dédicacerai Tu avec me... grand Ah oui, plaisir, bien sûr. Alors, oui. on peut dire que c'est un ouvrage qui n'est pas exactement un roman de gare, c'est un ouvrage exigeant, mais je crois que nous sommes dans un métier d'exigence et que chacun... Alors, bien sûr, je me tiendrai à la disposition pour des conférences, pour des prises de parole, sinon de vulgarisation, de simplexification de ce que j'explique, mais je crois que la nouvelle génération d'attachés de recherche doit comprendre que on pourra pas faire comme on a fait depuis 30 ans. Exactement. Voilà, donc c'est ça que je C'est veux dire. Donc, la
la Oui, réglementation évolue aussi. Donc, si on revient vraiment à tes débuts, donc là, si je comprends bien, tu es arrivé un peu par hasard, ben, comme la majorité d'entre nous, j'imagine, dans la recherche clinique. Mais comment tu en as entendu parler? Est-ce que tu connaissais déjà les enjeux du métier ou c'était juste une réelle oui. découverte? Je m'intéressais depuis le lycée aux questions de santé, aux questions biologie santé. Ce sont des sujets qui me passionnaient. Donc, bien sûr que j'avais des préoccupations. Je me souviens que très jeune, déjà, je participais à des discussions de bioéthique. Je me souviens du professeur Cabrol qui était passé dans le sud de la France, qui parlait des dons d'organes. Souvenez-vous, la loi Caillavet. C'était pas si simple à l'époque. Donc, je m'intéressais beaucoup aux questions de bioéthique, aux réflexions éthiques en général, et puis la science et la santé. C'est Donc, comme ça que j'y suis venu. Mais finalement, quand on s'est retrouvé à la faculté de pharmacie avec mes 43 camarades, c'était un peu l'étoffe des héros, quoi. On était là parce qu'on savait que c'était important, mais on savait pas exactement ce qu'on allait devenir. Mais on savait que c'était important ce qu'on faisait. oui. Et donc là, juste avant, tu as parlé des avantages, hein, ce que tu aimais dans le métier, mais quels étaient les points que tu aimais moins? Ah, bien sûr, on va venir sur la part administrative. Évidemment, c'est un métier, il faut pas s'en cacher. C'est un métier d'administration. C'est pas un gros mot. Oui, oui. C'est un métier du pilotage administratif, d'une certaine bureaucratie administrative. Nous sommes inclus dans la construction du dossier CTD, le Common Technical Document, c'est-à-dire le dossier d'enregistrement d'un médicament, qui est quelque chose d'extrêmement dense, d'extrêmement précis, totalement tracé, totalement normé. Donc bien sûr que les exigences bureaucratiques sont quotidiennes. C'est le côté obscur de la force, bien sûr. Mais je crois qu'aujourd'hui, avec les outils que nous avons développés, parce que moi je viens d'une génération qui a inventé un certain nombre d'outils, avec les outils que nous avons développés, et aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, tout ça va se faire oublier, puisque nous allons aller vers l'Internet des objets, vers des données sources qui communiquent entre elles toutes seules, les matrices de données, etc. Donc c'est quelque chose, cette part va disparaître au profit de quelque chose de plus vertueux, ça, certainement. Oui, en tout cas, j'ai hâte que ça disparaisse parce que c'est très, très, très lourd. Moi, Très quand lourd. j'étais ARC, ça m'aurait vraiment aidé, je pense, d'avoir un classeur investigateur électronique, un TMF électronique. Alors, ça existe déjà, hein. Il y a des CRO beaucoup plus. Malheureusement, dans le secteur privé, ben, c'est un peu plus avancé. Je ne sais pas, est-ce que c'est une question d'ouverture d'esprit ou de budget ou voilà, de plein de choses, d'un ensemble. Accessibilité aussi de procédures qui sont vraiment différentes. Mais voilà, c'est vraiment dommage et je trouve que ça aiderait énormément les arcs à mieux avancer, à se concentrer sur l'essentiel, sur le patient, sur la donnée, la qualité des données, mais pas uniquement sur une signature qui manque ou autre. Bah d'ailleurs, dans les prochains épisodes, j'ai pas mal d'invités qui ont soit développé des outils ou qui ont déjà mis sur le marché ces outils-là qui aident la recherche clinique de manière générale, les arcs, les médecins. Et je pense que si vous êtes intéressé, vous allez adorer ces épisodes-là. C'est important que tu parles de cela parce que dans mes recherches, j'ai découvert qu'en effet, ça nuisait aussi à la sûreté, hein. Ces pertes d'énergie, dans la bureaucratie administrative, va dans le sens d'un légalisme évidemment, mais ne va pas dans le sens de la sécurité, car ces enregistrements et ces pratiques sont d'un autre temps. Donc elles ont perduré de façon institutionnelle, je dirais, puisque c'est des pratiques institutionnalisées. Ça justifie l'emploi de quelques-uns, et pour ces raisons, c'est difficile de faire autrement, mais ça peut nuire à la sécurité. Donc ça, c'est un des sujets que j'aborde, parce que sur l'arbre hiérarchique, finalement, ça nuit à la transparence opérationnelle. Pour ça d'ailleurs que l'Intelligence in Life, dont on pourra parler si tu veux, est positionné sur 3 niveaux. Le niveau opérationnel, où on constate ces bureaucraties parfois excédentaires. Le niveau académique, où on se demande pourquoi on fait ce qu'on fait, est-ce que c'est bien raisonnable. Et le niveau institutionnel, où on va influencer le législateur ou celui qui crée les normes pour lui expliquer que peut-être on peut faire autrement dans l'intérêt de l'éthique et de la sûreté. Ouais. Je voudrais prendre un exemple pour illustrer mon propos rapidement. Depuis 2001, depuis les attentats de New York, évidemment, il y a des filtrages dans tous les aéroports avec beaucoup de personnel, des machines qui coûtent très cher, etc. Les experts de la sécurité les plus pointus savent très bien que ça ne sert pas à grand-chose. Parce que finalement, quand des attentats sont évités, ils sont évités bien avant que le candidat terroriste passe la barrière,
bien avant, bien sûr. Que par ailleurs, aujourd'hui, il ne faut pas le dévoiler, mais les techniques explosives permettraient de mettre de l'explosif dans une feuille A4 qui permettrait de détruire un avion. Donc on sait très bien que tout ça est devenu, pas inutile, mais superfétatoire. Et pourtant, ça persiste. Oui. Pourquoi? Parce qu'évidemment, c'est devenu une industrie. C'est devenu un bassin d'emploi. Ça s'est institutionnalisé, mais pour des raisons qui sont historiquement dépassées. Et donc on revient un petit peu, au moment où tu as décidé de changer de poste. Quel a été le déclic? Qu'est-ce qui t'a basculé, vers d'autres, Vers métiers? d'autres horizons. Ouais. Ça a été assez brutal parce que, je crains que cela t'arrive aussi, pour de bonnes raisons, et j'en parle parce que j'ai revu récemment un de mes complices de cette époque-là, à Las Vegas, qui s'appelle Brian Shelton. C'est que quand j'ai décidé d'être attaché de recherche indépendant, je pensais changer de statut. En réalité, j'ai changé de métier. Oui. Pourquoi? Parce que assez rapidement, j'ai dû apprendre un deuxième métier, celui de chef d'entreprise, puis un troisième métier, celui de communicant. Là-dessus, tu auras beaucoup moins de problèmes que moi. Et assez rapidement, j'ai créé à l'époque, on est en 1999-2000, un petit site internet bilingue, avec les pages perso Wanadu et un modem 57 kilos, tu vois. Celui qui faisait du bruit ding dong ding. Et ça a complètement changé le modèle. Ça a été une surprise stratégique parce que j'ai été contacté par des promoteurs norvégiens. J'ai fait la photothérapie dynamique en France, suisse, italien et américain. Et dès le 24 octobre 2000, j'étais impliqué dans une première mondiale. La Ouais. première implantation mondiale d'un pancréas artificiel. Donc autant dire que ça a été un bond absolument radical. Je n'étais pas du tout préparé à ça. En moins d'un an d'existence, ma société se retrouvait mise en avant dans une première mondiale à Ouais. Montpellier. Une aventure qui a duré 10 ans et qui a changé ma vie. C'est génial. Et donc comment tu t'es, bon, je pense que tu t'es préparé, tu as appris sur le tas. Comment tu as pu t'adapter, quand tu étais salarié et entrepreneur? Et Bien, en tant surtout, que ça, oui, études nationales, internationales? oui, c'est ça surtout. Alors, Oui. la chance que j'ai eue, le privilège que j'ai eu, c'est d'entrer chez Sanofi très jeune et chez Pasteur Mérieux à l'issue, où j'ai été confronté très rapidement. J'ai été jeté dans le bain international tout de suite. À D'accord. une époque où il faut s'en souvenir, il n'y avait pas d'harmonisation du tout, hein. Les ICH n'avaient pas harmonisé les réglementations dans les pays européens. Donc, tout de suite, dans une grande complexité des autorisations de protocole, le tout au contact de services de recherche clinique internationaux, dans la globalisation, tu vois, donc c'était tout de suite très compliqué, très exigeant au niveau de l'apprentissage, ça demandait 20 heures de travail par jour. Donc quand je deviens attaché de recherche indépendant et que je suis confronté tout seul à cette même complexité, et que je deviens par exemple pour le laboratoire Photocure représentant légal en France, moi tout seul, Oui. pour un projet qui est pivotal pour eux, ben évidemment, t'es content, mais t'es pas content quand ça t'arrive. Tu comprends ce que je veux dire? Tu fais youpi, mais ça dure pas longtemps parce que tu sais Oui. que tu vas vite avoir de gros enjeux. Mais j'étais préparé, j'avais été formé et entraîné à tout ça. Donc ça m'a permis, je dirais, d'exploiter l'opportunité ou d'honorer la menace. J'ai pu honorer la menace, j'ai pu assumer ce saut qualitatif. Et je pense que pour ça, il faut, vraiment être, autonome rapidement et surtout d'être, autodidacte. C'est-à-dire, essayer d'apprendre, tout seul, creuser et tout ça et faire tout ça parallèlement, c'est quand même, compliqué. Alors, tu as raison de le souligner, c'est pour ça que j'ai créé les bootcamps sur les compétences à haute fiabilité, parce que je crois que dans notre domaine, et ça peut se transposer à des gens qui souhaitent se donner cette exigence que tu dis, il faut développer la compétence de la compétence. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills, hein, il y a une vingtaine de soft skills et il faut les développer dans l'immersion. La compétence se forge dans la difficulté. Donc, il faut accepter de participer à des sessions de formation où on s'immerge dans la difficulté pour se confronter soit à ses propres manques, soit aussi parfois à des aptitudes qu'on s'ignorait. Donc je crois que c'est très important ce que tu dis, d'acquérir la compétence de la compétence. Je crois que c'est encore plus important aujourd'hui où les fonctions techniques sont remplacées par les machines et les fonctions humaines doivent être extrêmement affûtées. OK, donc là,
On va suivre ta vie professionnelle pas par pas. Donc, tu as commencé Arc moniteur, toujours, hein. T'as pas fait. Alors en fait, j'ai commencé moi comme arc international et après je suis Ok, redevenu. Oui, que j'ai fait le moniteur. chemin à l'envers en fait. Donc, Arc moniteur, Arc investigateur, ou pas du tout? Oui, j'ai été vacataire à l'hôpital de Montpellier. J'ai remplacé une collègue. Donc j'étais à la fois freelance et vacataire hospitalier pour un secours, pour un congé maternité. Donc oui, j'ai aussi été vacataire hospitalier. Oui. Ok. Donc voilà, tu as fait la partie salariée. Ça a duré combien de temps? Pas très longtemps. J'ai pas été Ok. salarié très longtemps. J'ai été salarié 5 ans dans ma vie. D'accord. Et donc après, freelance. Et donc, quelles ont été les premières actions que tu as mis en place pour passer le cap, pour aller vers le freelancing? Alors ça, c'est très important. On se lance pas complètement à l'aveuglette dans ce genre d'aventure. D'abord, je l'ai dit tout à l'heure, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est un parcours engagé. Ce qui veut dire que la marche arrière va être difficile. C'est pas un véhicule où il y a une marche arrière. Hein, parce que quand on y a goûté, c'est difficile de revenir en arrière et d'accepter la subordination. Donc, il faut bien décider le moment opportun. Quel est le moment opportun? Le moment où les clients te disent, bon, écoute Nawel, t'es bien gentil, mais j'ai besoin de toi maintenant. Alors tu viens maintenant parce que c'est maintenant ou jamais, on te veut. Voilà. Et donc c'est les clients qui décident, c'est le business qui décide, c'est lui qui t'appelle. C'est C'est tout ça. simple, c'est aussi simple que En fait, ça. c'est une évidence au C'est une final. évidence. On se Tu es pose pas la attendu, question. tu es C'est ça. attendu. C'est Mm. valorisant et stressant à la fois. Tu es attendu sur ton marché, sur ton terrain. Et là, je m'étais fixé 3 conditions essentielles. J'ai été accompagné par un mentor du Sud-Ouest qui était un industriel. J'ai eu la chance d'être mentoré par un industriel qui m'a expliqué tout ce que je suis en train de vous révéler. 3 conditions fondamentales au démarrage de l'activité. Au moins 3 clients. C'est la règle des 3. Au moins 3 clients. Pendant au moins 3 mois. Et pas plus de 30% par client. Ça veut dire que si un client me prend plus de 30%, il faut que j'aille en chercher d'autres pour diluer ce Ouais. client-là. Ce qui pose la question ensuite du développement, mais on y reviendra plus tard. Donc ça veut dire qu'on ne démarre une entreprise, on ne la déclare que dès lors qu'on a du facturable et du contractuel sur une certaine durée. Ouais. Voilà. Parce que Mm. c'est un parcours engagé et très dynamique. Une fois qu'on a lancé la machine, c'est pas un train qu'on peut arrêter très facilement. À moins de démarrer aujourd'hui avec des dispositifs qui n'existaient pas auparavant, qui sont les micro-fiscaux, les micro-entreprises, etc. Mais à mon sens, qui sont des gageurs, parce que quand on s'engage dans l'entrepreneuriat, c'est pour se développer. Donc il faut assumer tout de suite de se déclarer en société. Ça, c'est mon point de vue. Il faut Ok. se déclarer en société. Et puis dire aux gens qu'on ne démarre pas si on n'a pas devant soi ou avec soi ou des gens à côté qui peuvent mobiliser 20 000 euros. Aujourd'hui, peut-être même 50 000 euros. Parce qu'il va falloir assumer de la dépense. Il va falloir assumer du délai de paiement. Voilà. Exactement. Mm. Donc on entre, Et tu vois, rapidement, et tu le sais, dans du comptable et du fiduciaire. Hein. oui, ouais, tout à fait. Et donc, arc salarié, arc freelance. Et donc, comment est-ce que tu es arrivé vers Intelligence in Life, vers comment est-ce que les branches sont sorties de Yannick Bardi? Ça, c'est la branche, les branches et les domaines d'activité spécifiques. Il faut que je Oui, m'hydrate avant de te répondre, c'est une question importante. compliqué. Oui, alors le passage entre le salariat et l'entrepreneuriat, très facile. J'ai été en quelque sorte porté par une entreprise pour laquelle, enfin une société, une CRO, qui s'appelait Pharma Versus, pour laquelle j'étais en relation directe avec mon client. Donc c'était quasiment du portage salarial. Oui, Et quand cette société a été en difficulté, a été liquidée, avec un camarade du Nord qui s'appelle Jean-Louis Mayer, on travaillait sur la même étude, on s'est dit, bah, écoute, tu prends le sud, je prends le nord, on va voir le client, et on lui dit, ça change rien pour toi. Simplement, tu vas juste changer le nom sur la facture. On va juste changer le nom sur la facture, mais on fait exactement la même chose que cette CRO, au même tarif. C'est juste, tu vas recevoir des factures en tête différentes. Banco. Donc ça s'est fait dans la continuité contractuelle, tu vois. Pour partie, ça a commencé comme ça. Sur une opportunité, à partir d'un poste salarié qui allait disparaître parce que la société allait disparaître. Et on a surfé là-dessus, en fait, avec le client qui, à l'époque, était SmithKline Beecham, qui était un très, très gros laboratoire, qui est devenu GSK. Ensuite, le passage entre l'activité de RD clinique, qui était une activité de recherche clinique pure, et Intelligence Life, c'est tout à fait différent. Et là, ça demande peut-être un peu plus d'efforts
ou de stratégie. C'est-à-dire, ok, j'étais sur un marché, la recherche clinique opérationnelle, et puis je me suis rendu compte d'un certain nombre de choses. Alors qu'est-ce que je fais? Business as usual, ou bien on se pose des questions un peu plus dimensionnantes pour son métier? C'est-à-dire, est-ce que de façon immodeste, je veux devenir moi aussi auteur de mon métier? Oui. J'étais acteur, j'étais agent d'un laboratoire, je suis devenu acteur en étant entrepreneur. Est-ce que je veux devenir auteur du métier? Est-ce que j'en ai la légitimité? Alors évidemment, la préface de Claude Hurier sur mon premier ouvrage, la rencontre avec Claude Hurier, a été révélatrice, si tu veux, du fait que oui, je pouvais y croire. Je pouvais penser que mes idées avaient un écho et étaient validées par des gens éminents. Donc il y a eu l'ouvrage et puis simultanément donc le lancement d'Intelligence in Life, Fondation pour un développement clinique durable, qui porte donc cette exigence d'améliorer les pratiques, de changer la réglementation, de former les acteurs, et ça permet de voir tous les déploiements futurs. Donc pour ceux qui n'auraient pas la lisibilité, eh bien ça veut dire qu'avec Intelligence in Life, on couvre tout le spectre opérationnel, avec l'association ANAT aujourd'hui, académique, avec mes travaux de recherche et mes ouvrages, institutionnel, avec Sapiens, avec les comités, les CPP, auxquels j'ai participé pendant 10 ans, le Conseil de l'Europe, où je suis expert invité. Donc on couvre toute la verticalité du métier, et on devient lobby intellectuel. C'est pas un gros mot, lobby, hein. On devient influenceur, au sens, pas au sens de la blogueuse de base. Oui. Encore que c'est important de communiquer sur les réseaux sur ces questions et d'influencer les gens, mais aussi d'influencer le législateur, d'influencer le politique, de l'éclairer sur ce qui se passe vraiment dans les métiers, et puis aussi d'aider, d'accompagner les laboratoires pharmaceutiques dans une transformation devenue indispensable de leur modèle d'affaires. Oui. Et je pense que c'est des questions, aussi que tu te posais personnellement parce qu'on part toujours d'un besoin personnel, généralement ou de ce que l'on observe donc j'imagine que c'est des questions que tu te posais toi-même et tu te dis: «Bon, faut que j'y réponde grâce au développement d'autres choses». Oui, mais encore une fois, c'est une forme d'immodestie. Donc, tu sais, on a l'habitude de parler ensemble, que je distingue humilité et modestie. C'est pas la Oui. même chose. Donc, être immodeste, c'est-à-dire j'ai cru en mon destin et j'ai cru que je pouvais. Donc ça, c'est quelque chose d'assez optimiste, finalement, assez pathologie optimiste, de se dire, je crois que je peux changer deux, trois trucs dans ce métier, et c'est peut-être à moi et à quelques autres de le faire. Et si personne, enfin, si je le fais pas, qui va le faire finalement? Je suis bien positionné. Donc ça, c'est immodeste. L'humilité, c'est de se dire, je dois être fidèle finalement aux gens qui m'ont enseigné, aux gens qui m'ont inspiré dans mon parcours d'attaché de recherche, ou aux grandes figures qui m'ont donné envie de faire ce métier-là. Ouais, je comprends et Donc donc, est-ce ça, que je le dis ouais. souvent aux gens qui nous écoutent dans ce métier. C'est pas un métier comme les autres. Vous arrivez peut-être par hasard, vous avez vu de la lumière, mais on ne continue pas à faire la recherche clinique par hasard. C'est pas un métier comme les autres. C'est très sensible. Donc d'autres l'ont fait avant nous, et ils se sont posés les bonnes questions, et d'autres le feront après nous, et il faut qu'on se pose les questions avec eux. Donc il y a un rôle de transmission. C'est très important. On n'est pas en train de vendre des chaussures de foot. Tu Oui. comprends ce que je veux dire? Ouais, Voilà. ouais, exactement. Exactement et en plus les enjeux sont grands, on parle de la santé des gens, de la santé de nos proches aussi, Oui, des nôtres, donc voilà, encore une fois, les enjeux ne sont pas dans une signature qui manque, mais c'est vraiment la santé des patients et du coup, durant toute cette, transition, est-ce que tu as rencontré des obstacles, des doutes, et comment tu as pu les surmonter? alors je veux dire, tu sais, c'est souvent comme ça quand tu as des idées nouvelles, on te dit, un, c'est ridicule, deux, c'est dangereux, et puis trois, tout le monde trouve ça évident, et tu as même des gens qui te parlent de tes propres idées comme s'ils allaient te les apprendre. Alors là, c'est que tu as réussi. C'est-à-dire que c'est passé dans, tu sais, dans la Vox Populi, et en fait, les gens se rendent pas compte que tu as été l'auteur de cette chose-là, et ça te revient ça te revient, et tu dis, ouais, bon, bah, c'est bien, ça veut dire que c'est bon, c'est normalisé. Mais d'abord, c'est ridicule. D'abord, c'est ridicule, pour qui se prend celui-là, il va nous expliquer la vie, etc. C'est ridicule. Deuxièmement, c'est dangereux. Et là, je me retrouve face à face avec une personne que je connaissais bien, qui travaille dans un gros laboratoire, qui m'enferme dans une pièce quelque part à l'université de Montpellier,
là où je commençais à travailler sur le sujet de recherche, qui me dit, tu sais, Yannick, je ne veux plus t'entendre parler de sûreté pharmaceutique. Oh. Alors j'ai dit à cette personne, j'ai dit, on se connaît assez bien, et tu sais que tu peux pas ignorer qu'en faisant cela, tu ne vas faire que m'encourager en réalité. C'est ce qu'elle fit. Et donc un peu plus tard, je lui porterai mon ouvrage dédicacé avec la préface de Claude Durier, préface agissant comme un bouclier contre cette contrainte. On essaie de me tordre le bras. Je parle de quelqu'un qui était lobbyiste dans un grand laboratoire pharmaceutique. Oui. Ensuite, ça devient évident. Une de mes étudiantes d'ingénierie de santé à Montpellier passe son jury professionnel. Je suis dans le jury, comme je l'ai été pendant 20 ans. Et puis, à la fin, elle me dit, Monsieur Bardy, je suis... Parce qu'elle travaille chez Servier. Elle me dit, Monsieur Bardy, il faut que je vous dise, j'ai vu votre ouvrage dans la vitrine du siège social de chez Servier. Ma Légion d'honneur. Ma Légion d'honneur. Ça C'est-à-dire retourne. que, tu te rends compte, c'est-à-dire que j'ai 3-4 pages sur le premier Oui. ouvrage sur Servier, où je cite Irène Frachon, où j'ai été en relation avec Irène. On n'a pas les mêmes approches de cette question. Je l'ai abordée d'une façon qui a été comprise par Servier. Pourtant, en gros, c'est passé par eux, mais ça aurait pu passer par d'autres. Tu Oui. comprends? Parce que Oui. c'est un problème de système, et dans mon ouvrage, je parle de l'accident systémique. Donc, c'est pas un laboratoire qui est en cause, c'est le système d'évaluation des produits. Et je vais pas spoiler mon ouvrage, hein. Donc, ça fait système. Oui. Et ça, je crois que c'est très rassurant de se dire, à un moment donné, j'ai pu, donc j'ai la liberté de m'exprimer, je l'ai écrit, et il y a des gens suffisamment intelligents dans ce métier qui ont compris ce que je voulais leur dire, et qu'il n'y a rien d'accusatoire, et que je crache pas dans la soupe. Oui. Voilà. Je suis un insider, je suis de ce métier, et je vous parle de notre métier. Et on peut se le dire les yeux dans les yeux, en assumant que c'est pas facile à entendre. Et je crois que ça fait partie des pratiques de sûreté. Moi, il se trouve que j'ai une passion aéronautique, ça m'a beaucoup influencé. La déclaration des erreurs, le partage des incidents, c'est la base d'une culture de sécurité. Et c'est ça qu'il faut développer dans notre domaine. Tout à fait. Et généralement, les personnes reflètent leur peur. En fait, lorsqu'on leur donne l'idée, elles se mettent à ta place forcément et elles ont peur de quelque chose, donc elles reflètent forcément ta peur. Ça, c'est une peur qui peut décourager. Donc voilà, tous ceux qui nous écoutent, voilà, si vous avez une idée ou autre, franchement, il faut faire une étude du marché ou faire autre chose, mais pas forcément écouter l'entourage, écouter les conseils, mais il faut vraiment filtrer, tout simplement. Ça me rappelle, alors ce n'est pas, on parle pas de la même chose, hein, mais c'est à peu près pareil. Pour la première étape, ça me rappelle mon site web. En fait, je l'ai créé d'un coup de tête. Voilà, je m'ennuyais un peu. Je l'ai créé et j'ai commencé à en parler autour de moi, aux personnes qui sont dans la recherche clinique, en pensant que ça allait les intéresser en premier, etc. Et je disais: «Oui, je suis en train de créer un forum», enfin un site. Initialement, c'était un forum et ensuite, ça a changé, voilà. Et la personne me dit: «Ah mais à quoi ça sert?» Donc Ah bon? ça Ah m'a bon? Ouais, c'est carrément: «À quoi ça intéressant. ah oui, mais à quoi ça sert? Ça existe déjà?» Je dis: «Ah bon? Bah, je connais pas, donne-moi le site». Et puis voilà, le «à quoi ça sert?» m'a motivée encore plus à le finaliser, à le poster. Alors c'est vrai que sur LinkedIn, ça va un peu plus vite et c'est un peu lent d'aller s'enregistrer quelque part, créer un compte et tout ça et parler. Donc sur LinkedIn, ça allait un peu plus vite et donc c'est les articles qui ont plu beaucoup plus. Donc j'ai transformé complètement, la page d'accueil de du site. Mais voilà, je voulais juste souligner ça, que effectivement il y a certaines personnes qui peut-être elles ne voient pas l'utilité, mais que plus tard elles vont aller lire les articles et elles vont aller, se renseigner si elles ont besoin. Voilà, elles viennent vers toi. Donc voilà, faut pas se freiner. Hem, Yannick, du coup, lors tout ce passage-là, il y a eu des doutes, il y a eu, voilà, des hauts, des bas, j'imagine, Oui. comme, tout être humain, tout parcours professionnel. Et là, si on revient au présent,
Est-ce que tu peux nous expliquer exactement en quoi consiste ton poste actuel? Enfin, poste, tu n'as pas un seul, mais voilà. Oui, alors si je voulais brutaliser notre auditoire, je dirais aujourd'hui je fais ce que je suis. Et finalement, c'est ce que toi-même tu aspires à faire, c'est ce que tu viens de décrire. On me dit à quoi ça sert? Ben, ça sert à rien, c'est pour ça que je le fais. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est une posture déontologique en réalité, hein, on appelle ça. C'est-à-dire que tu t'alignes avec tes valeurs ou tu te mets dans ton ikigai, comme disent les Japonais, c'est-à-dire que ce que tu fais, ce que tu vends, ce que tu dis, ce que tu vis, ça correspond à toi-même en fait, à ton ADN, à ta raison d'être. Oui. Donc moi, j'essaie d'être à ma juste place par rapport à mon secteur, par rapport à qui je suis, avec ma formation, avec mon expérience. Et ça, si tu veux, c'est comme l'œil du cyclone, ça crée un grand calme finalement. Tout s'agite autour et tu es toujours dans ta fixité parce que tu sais exactement pourquoi tu fais ce que tu fais le matin et tu as besoin que personne te le dise. Donc, c'est une grande liberté. Donc, je fais ce que je suis, mais en réalité, je reste aligné surtout avec ce que j'ai écrit en 2011 dans le manifeste Intelligence in Life que les gens trouveront facilement sur le site d'Intelligence in Life et que j'ai gardé précieusement dans sa forme originelle pour pouvoir le lire régulièrement et vérifier que ce que j'avais écrit a bien été réalisé et continue d'être réalisé, parce que c'est évidemment une finalité sans but, c'est jamais fini, d'où l'importance de communiquer, de former, de transmettre, parce que c'est une œuvre qui doit se perpétuer. Donc toujours aligné avec cette idée que euh, l'essai clinique, ça fait partie de l'histoire des sciences médicales, mais c'est pas forcément toute l'histoire. Ça va pas forcément durer de la même façon. Donc ça, c'est quelque Oui. chose que j'écris dès 2010, que l'essai clinique n'est pas la panacée. Il faut se rappeler que la panacée, c'était une déesse qui avait une sœur qui s'appelait Hygiée. Donc la panacée, c'était la déesse des médicaments et Hygiée, c'était la déesse de la santé. Donc aujourd'hui, on fait bien la différence entre Hygiée et panacée. Mm. Donc l'essai clinique sur des médicaments, c'est pas la panacée. Et que ce qui va devenir l'idéal type qu'on poursuit, c'est avec des nouvelles technologies de pouvoir produire de la santé, c'est-à-dire soigner avant la maladie finalement, ou l'approche prophylactique, hein, pour le dire facilement. Donc peut-être moins d'essais, plus d'études, on le voit aujourd'hui avec les données de vie réelle. Tout ça, tout ça n'était pas évident en 2010. Aujourd'hui, ça prend une toute autre dimension. Mais nous, on le dit depuis 15 ans. Et que donc, quand on doit faire des essais, en revanche, il va falloir les faire de la meilleure des manières, le moins possible, le mieux possible, et surtout à la recherche d'alternatives. Voilà. Oui. Donc l'essai clinique doit rester quelque chose d'exceptionnel et d'indispensable, mais doit être réalisé la main tremblante. Voilà. Mm. C'est ça qu'on écrit depuis 15 ans. Et aujourd'hui, grâce à la technologie, on a les moyens de le faire. C'est ça qui va garantir une meilleure sûreté des médicaments. C'est-à-dire ne pas compter sur l'essai clinique pour nous dire qu'un médicament sera sécure ou pas, parce que ça pixelise énormément. Il Mm. faut développer d'autres méthodes, et en particulier ce que moi j'appelle du radarisme de données, ce qu'on est en train de faire. Tu vois, derrière moi, là, il y a ce petit cadre qui vient d'Algérie, qui m'a été offert par une directrice d'une start-up qui s'appelle Farah Bourras et qui a développé une technologie de pharmacovigilance assistée par l'intelligence artificielle. Détecter l'accident avant l'accident. C'est ça qu'on dit depuis 15 ans et ça se réalise. C'est ça qui est Ouais, beau. et là, donc, c'est vrai que tu as plusieurs, casquettes, donc d'enseignants, de chercheurs, d'experts en intelligence artificielle aussi, parce que tu en parles souvent, tu es invité, J'étais allé à partout, Las Vegas pour pour parler ça, on de y ça. retourne l'année prochaine pour ceux que ça intéresse. Et donc, voilà, de président de l'Intelligence in Life, de l'association, ANAT. Donc, est-ce que parce que la question initiale, c'était les avantages et inconvénients du métier, mais comme tu en as plusieurs, mais qui ont tous, un point commun, qui est la santé, la recherche, donc, quelle est, ta partie préférée, je dirais? Dans tout ça. Alors la partie préférée est celle qui fera qu'à terme on me verra beaucoup moins dans le futur quand je vieillirai, c'est l'écriture. D'accord. C'est l'écriture. C'est celle que je préfère, c'est celle que je voudrais pouvoir faire tout le temps. Lire, écrire,
publier et venir en conférence. Ouais, Parce que je crois que c'est ça qui est vraiment important. Et voilà, c'est ça à terme que je voudrais faire. Mais ouais. pour Ah, l'instant, il y a encore du boulot sur les 3 niveaux que j'ai dit, opérationnel, académique, institutionnel. ouais, Parce que finalement, le métier, il est difficile à définir. Ce métier, c'est plutôt une œuvre. Donc c'est plutôt une œuvre, faire œuvre utile en recherche clinique en matière de sûreté. Hein, c'est mmh, plus qu'un métier, c'est plutôt une œuvre. oui. Et là, on arrive à la partie, conseil pour les ARC. Selon toi, quelles sont les options les plus accessibles après un post-ARC? Alors, aujourd'hui, hein, parce que évidemment, tout ça évolue très vite. Bon, Moi, c'est je clair crois qu'il n'y a pas que un seul chemin. non, il n'y a pas un seul C'est chemin, mais un on peu voit le bien, si on message suit qui les technologies de l'information, on voit bien que ça se passe du côté de la data science. Donc, l'attaché de recherche, une fois qu'il a compris les processus de génération des données dans les centres investigateurs, doit s'intéresser à comment on va traiter ces données. Donc, c'est le raffinage de la donnée médicale. D'abord, sur le terrain, le rôle, je crois, hein, le rôle d'un attaché de recherche aujourd'hui d'un moniteur, c'est d'améliorer le processus de génération des données. On sait que c'est un gros problème. Hein. Moi, j'appelle ça le dernier kilomètre de la donnée. Entre mmh, l'hôpital et le promoteur, il y a un problème. Il y a une sorte de hiatus. Et donc, le rôle de l'ARC, c'est d'essayer de réduire ce hiatus aujourd'hui de façon opérationnelle. Ensuite, quand il évolue et qu'il a compris toutes ces problématiques de données, c'est de s'intéresser aux data science. Alors bien sûr, il y a les data managers, il y a plusieurs rôles à jouer, des rôles d'ailleurs qui vont se créer par rapport à tout ça. Donc c'est mieux faire parler les données pour des raisons de sécurité, pour des raisons de détection d'efficacité, voire même pour des détections de nouvelles indications. Parce que ouais, les lacs de données nous donneront à voir des indications qu'on ne peut pas lancer en hypothèse. Ce sont ces techniques de corrélation assistées par l'intelligence artificielle sur des volumes de données très importants et inter-études, inter-substances, tu vois ce que je veux te dire. oui, Ça va très loin parce que sur la sécurité en particulier ou la pharmacovigilance, j'ai travaillé avec des gens de chez Airbus quand je travaillais sur la pharmacovigilance. J'ai travaillé avec un médecin de Brétigny-sur-Orge qui travaillait sur des accidents d'hélicoptères militaires. Mais vous allez me dire, mais quel est le rapport? Le rapport, c'est la sûreté. C'est comment on analyse des données de sûreté. Donc, oui, ça veut dire que l'extension du domaine de la force, il est considérable et que donc il faut développer des compétences transverses pour comprendre comment on va mieux générer ces données, comment on va mieux les faire parler et surtout on va développer des outils pour ça. Et on sait en particulier que, et je finirai là-dessus, aujourd'hui, y compris les machines, les ordinateurs qu'on utilise trouvent leurs propres limites. Car mmh, pour faire tourner de l'IA, il faut des cartes graphiques, on appelle ça des cartes GPU, il faut des cœurs nano, il faut des multicœurs, et demain, au-delà de 2030, on espère 2040 peut-être, l'ordinateur quantique, qui va pouvoir gérer des paradoxes, des contradictions apparentes. On va passer du bit au qubit. Donc on va donner une autre dimension à la lecture des données. Donc ça, c'est passionnant. Donc il faut s'y préparer, il faut préparer les données dans ce but-là, ouais, pour aller vers une autre dimension du développement clinique, où d'ailleurs certains essais se font déjà in silico sur ouais. des humanoïdes virtuels comme le IBM Watson ou ce que fait Dassault Systèmes avec Medidata. Donc l'avenir est passionnant de ce point de vue-là. Et là, en parlant de préparation, justement, c'était ma prochaine question sur les compétences qu'un arc devrait développer. Et donc, là, si je comprends bien, c'est plus la maîtrise des datas, enfin la maîtrise des outils, pas forcément que l'intelligence artificielle, mais être à l'aise avec les outils et apprendre des outils facilement. Mais est-ce que tu ne penses pas que c'est, parce qu'on peut apprendre, hein, mais parfois c'est inné, il y a des personnes qui sont très à l'aise et d'autres qui rament un petit peu. Donc, les personnes qui ont des difficultés, comment est-ce qu'elles peuvent s'aligner à tout ça, à ce développement technologique rapide? Alors, la rencontre qui se réalise aujourd'hui, c'est la rencontre entre le monde médical et le monde des data science. AIQVIA, depuis 10 ans, le proclame. Nous sommes une nouvelle entité, Medical Science, Data Science. On est en train de faire la soudure des deux. Donc il faut bien des compétences originaires des deux domaines.
Parce que prenons le cas d'usage de Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, il naît dans les missiles, les radars, dans la guerre. Euh, donc, c'est pas exactement de la médecine, c'est pas exactement les mêmes paradigmes, ce sont pas les mêmes déontologies, Mm. même si les militaires ont leur propre déontologie. Donc, tu vois, il est nécessaire d'hybrider les personnes qui viennent de ces univers-là, parce que ce sont des univers aussi de philosophie morale, de finalité de ce qu'on fait. Donc, il faut, pour celui qui n'a pas d'affinité avec l'informatique, ben, il sera medical science, mais il va expliquer à ceux qui le sont moins, qui font que de la donnée, pourquoi il est important de s'adapter à ce monde de la santé qui est de sa propre nature et qui n'est Oui. pas exactement un métier comme les autres. Parce qu'on travaille sur du matériel humain. Et je le dis volontairement comme ça, pour que chacun comprenne que c'est pas un projet d'avenir. Quand on réifie l'être humain, mon premier ouvrage s'appelait Essai clinique du patient à l'objet de science. Donc comment on transforme un patient en un objet de science? On réifie, on le transforme en un objet. D'accord? Donc, évidemment qu'on le fait dans certaines situations avec le maximum de garanties, mais il faut le faire le moins possible. Donc c'est ça la difficulté de notre métier. Donc il faut expliquer aux gens qui ne viennent pas de notre métier et qui font des data science qu'on ne peut pas obtenir n'importe quel type de données à n'importe quel prix. Et on voit bien que dans le monde qui vient, relativement illibéral, on a l'impression que du coup d'un seul, tout peut devenir possible à ce niveau-là. Il faut résister. Il faut résister parce que sinon on va vers des formes de totalitarisme. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut être très vigilant là-dessus. Et donc les gens de métier, les gens qui sont dans notre métier, doivent être extrêmement vigilants sur l'émergence de ces nouvelles technologies pour qu'elles soient utilisées d'une manière qui soit compatible avec nos standards de bioéthique et nos réglementations. Là, concrètement, si un arc veut changer de voie, mais il ne sait pas par où commencer, quelles seraient pour toi les 3 premières actions à faire? D'abord, il va s'asseoir. Et parce Voilà, que asseyez-vous. asseyez-vous, d'abord arrêtez de faire ce que vous faites. Si ce que vous faites ne vous plaît pas, commencez par l'arrêter. Parce que vous ne pourrez pas décider quoi que ce soit si vous continuez à faire ce que vous ne voulez plus faire. Ça va vous polluer. Donc la première chose, c'est d'arrêter, de s'asseoir. Deuxièmement, de faire un bilan de compétences. En 2 bis, s'asseoir à nouveau. Et en 3, choisir une voie, une dimension qui soit déontologique, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, ne faites pas les choses pour les conséquences que vous attendez, faites-les parce que vous pensez devoir les faire, parce que ça vous incombe. Parce qu'à un moment donné dans votre parcours, vous vous dites, je suis attendu là-dessus. C'est à moi de le faire. Je sais le faire, je vois bien que je suis celui pour qui c'est plus facile. Donc je dois faire ça. C'est la recherche de sa raison d'être en fait. Hein, voilà. Donc au travers d'un bilan de compétences, parce que on dit l'emploi va disparaître. C'est vrai, certains métiers vont disparaître, peut-être, mais les compétences non. Les compétences, elles sont ce qu'elles sont. Donc il faut travailler aujourd'hui beaucoup sur les compétences. On parle beaucoup des opérateurs de compétences, de la pédagogie par programme, etc. C'est de ça dont on parle. Parce que comme on a du mal à définir les métiers du futur, eh bien, ce qui est sûr, c'est qu'on peut définir les compétences nécessaires dans le futur. Donc, faire un bilan de compétences et choisir sa juste place dans l'écosystème médico-pharmaceutique. Pour compléter ce que tu dis, je trouve que le plus compliqué, c'est de valoriser ces compétences-là. Parce que parfois, on a un bon CV, il y a de quoi faire. Enfin, parfois, un bon profil, un CV qui est mal fait dans le sens où les compétences ne sont pas mises en avant. OK, on règle le problème du CV parce que voilà, on met à jour vite fait, mais ensuite, en entretien, pareil, il y a pas cette valorisation. Donc je pense qu'il y a un gros travail à faire, de ce côté-là. Oui, tu as raison. Et on peut accompagner les gens dans ce processus, sachant qu'aujourd'hui, si on me pose la question, alors, c'est quoi un bon CV? Le bon CV d'un boulanger, c'est du pain. Ouais. Bah oui, le bon CV d'un menuisier, c'est un meuble en bois. Voilà. Et donc quel est le bon CV d'un attaché de recherche? Bah dis-moi à quel protocole il a participé, montre-moi ses axes, ses indications, oncologie, device, et je te dirai où il peut aller. Hein.
C'est aussi Ouais. simple que ça. Mais aussi et surtout, les activités annexes. Si on parlait de Nawel, qu'est-ce qu'on dirait? On dirait oui, attachée de recherche, travailler à l'hôpital, et puis surtout, qu'est-ce qu'elle faisait à côté? Ah, bah, elle a fait un site internet, larechercheligue.com. En fait, elle a créé son métier. Nawel, elle a créé son métier à partir de ses compétences. Alors que auparavant, c'était des journalistes qui se disaient vouloir parler de recherche clinique. Là, c'est quelqu'un qui vient du métier et qui dit ok, je vais devenir journaliste parce que je connais le métier. J'en suis issu. Ça change tout. Ouais, exactement et même si on parle d'outils, pareil, en fait, tu l'as dû le remarquer aussi, les outils qui sont aujourd'hui développés dans la recherche clinique, ils ne sont pas développés par quelqu'un issu du monde de la recherche clinique. C'est je ne sais pas, quelqu'un qui a fait du marketing ou développeur ou je ne sais pas, qui a fait complètement autre chose et qui trouve que c'est un domaine intéressant, il apprend sur le tas. Je ne dénigre pas, hein, au contraire, c'est très, très bien de s'adapter à un domaine qu'on ne connaît pas du tout. C'est un travail très difficile, mais c'est dommage que ça ne vienne pas de quelqu'un qui est de l'intérieur, de quelqu'un qui a déjà de l'expérience dans ça. En système d'information, c'est ma grande religion, ce que tu dis, hein. C'est-à-dire, un essai clinique, c'est des patients dans un vrai hôpital avec des vrais médecins, des vraies infirmières et des vraies problématiques de moyens et d'espace, etc. Et que donc tous les systèmes qui vont être mis à disposition de ces équipes-là pour la recherche clinique doivent être issus de ces conditions-là, doivent être compatibles avec ces conditions-là. On a trop vu des gens très très intelligents, hein, c'est pas une critique, hein, produire des systèmes hyper élaborés sans se poser la question de la faisabilité sur site, ce qu'on appelle plus pompeusement l'adéquation des moyens. Et donc, il n'y a que des gens de terrain qui peuvent connaître l'adéquation des moyens entre ce qu'on va demander à une équipe hospitalière, ce qui est possible, et les moyens d'exploiter les données. Là, il y a de gros progrès à faire, pas simplement sur les outils, mais aussi sur les organisations. Moi, je crois beaucoup au CIC, au Centre d'investigation clinique, qui sont des pôles d'excellence dans les hôpitaux et qui devraient être beaucoup plus dotés, à la fois par l'hôpital, par les laboratoires promoteurs, par l'État, pour développer des pôles d'excellence en recherche clinique dans les hôpitaux. Ce sont les Mm. bons candidats, c'est le bon format, parce qu'ils ont une organisation par projet. On Tout peut à fait. projeter ces gens dans les services de façon indépendante, sans qu'ils soient sous la subordination d'un médecin. Donc c'est, je crois, le bon format et je crois qu'il nous faut pousser dans ce sens. Ceux qui nous écoutent et qui sont ARC moniteurs, dans les CIC, il faut dire ce qu'il en est, hein. C'est carré, c'est propre, c'est tellement agréable de monitorer des CIC. Bien sûr. Après les services, malheureusement, il y a tout. Ils ne sont pas 100% dans la recherche clinique. Il y a souvent un manque de personnel, donc ils font Oui. aussi avec les moyens du bord. On a une personne qui gère une vingtaine d'études. C'est énorme, mais je pense qu'il faut recruter un peu plus. Mais les CIC, oui, effectivement, ils sont très carrés, les procédures sont là, les documents sont clairs, voilà, c'est un travail parfait, quoi. Alors, ça veut dire que, et tu as mis le doigt sur la question de la dotation aux moyens, c'est pas à l'hôpital d'assumer ça tout seul. Dans ce Oui, dernier kilomètre de la donnée, il faut que les formats d'organisation, je veux dire les contrats de collaboration en recherche, soient mieux utilisés, soient mieux dotés. J'ai connu un exemple, jadis, c'était un de mes plus beaux contrats d'ailleurs avec EORTC à Bruxelles, Organisation européenne de traitement contre le cancer, qui est une sorte d'institution hybride. Elle est à la fois établissement de recherche, établissement public de recherche, doté par l'Union européenne, elle est CRO, elle est promoteur, bref, elle est un lieu de rencontre, un creuset de mmh, moyens, de compétences au service de la recherche clinique dans le domaine du cancer. Ça, c'est le bon modèle. Ben, les CIC pourraient être ces lieux, ces creusets où se retrouvent des personnels de laboratoire détachés dans les CIC, des hospitaliers qui veulent faire de la recherche clinique sérieusement, qui vont être formés par des gens qui viennent de l'industrie, par des mmh, gens qui viennent de la recherche comme moi, qui ont fait de la recherche fondamentale sur la recherche clinique pour améliorer celle-ci. C'est ça, il faut arriver à ce que ces lieux deviennent des lieux de rencontre et d'excellence, parce que, il faut le dire, on l'a pas dit tout à l'heure, c'est aussi une question de souveraineté maintenant. oui, La question sanitaire, c'est une question de souveraineté. C'est un enjeu de défense. Nous sommes attaqués, je l'ai dit au RNAT quand on parlait de cybersécurité, mais nous devons aussi apprendre à protéger nos capacités de développement clinique. On a trop externalisé, on s'est laissé piller, je crois que, alors ça, on va pas parler de pillage dans ce cas-là, mais
Moi, j'ai connu Sanofi, laboratoire français, gaulliste, gaulien. C'était une construction colbertiste, le laboratoire Sanofi, hein, puisque nous étions dans le groupe Elf Aquitaine. Donc, c'était vraiment, on était pratiquement un laboratoire d'État, on pourrait dire ça comme ça. Et d'une façon qui reste à éclaircir, c'est devenu américain. Mais Oui. non. Donc, si tu veux, il y a un moment, il faut qu'on arrive aussi à garder les bijoux de famille. Ouais. On ne peut pas continuer comme ça à laisser partir à tous les vents nos innovations médicales. Donc, bon, c'est un enjeu de l'innovation, c'est un enjeu financier, évidemment, avec beaucoup de zéros. Mais en tout cas, les CIC ont cette vocation à supporter cette innovation dans ce dernier kilomètre de la donnée. C'est là que se fait l'innovation, avec des médecins qui ont de très bonnes idées, des études ancillaires, hein, puisque l'innovation, elle est là, elle est à l'hôpital, l'innovation. Elle est dans l'innovation, elle est à l'INSERM, elle est dans des startups. Et puis ensuite, les laboratoires pharmaceutiques sont des grandes sociétés de développement et d'ingénierie financière. Donc chacun a sa place dans une gouvernance polycentrique. Mmh. Merci Annick. Alors j'ai une dernière petite question. Alors tu as partagé avec nous ton parcours, ce que tu fais et si c'était à refaire, est-ce que tu suivrais le même parcours? Est-ce que tu changerais des choses? Et c'est quoi? Alors, si c'était à refaire, je referais la même chose plus rapidement. Je crois que je perdrais moins de temps. Tu sais, c'est ça qu'on se dit avec l'âge, c'est que finalement, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, j'irai beaucoup plus vite, finalement, par rapport à ce que j'ai fait. Et j'aurais, en fait, et pour aller plus vite, il eût fallu que je rencontrasse, je crois que c'est comme ça qu'on dit, une formation à ce niveau-là, qui n'existe pas aujourd'hui. Donc, un de mes projets, que je porte avec quelques grandes écoles, c'est de pouvoir créer un diplôme de type MBA en recherche clinique, qu'on pourrait appeler le MICA, hein, Oui, Master International in Clinical Administration. Donc des gens de très haut niveau, donc des gens qui ont déjà travaillé, des gens comme dans le cas du MBA, hein, ce sont des professionnels qui reviennent sur les bancs de l'école pour aller plus haut à un niveau exécutif. oui. Je crois qu'on manque de qualifications exécutives dans le domaine de la recherche clinique. C'est-à-dire des gens qui sont capables de prendre tout de suite la direction des opérations cliniques dans un laboratoire, qui sont capables d'agir au niveau de la Commission européenne, qui sont capables d'agir dans les instances de normalisation mondiale, comme on a vu hier soir avec ICH. C'est ça, je crois, le bon format qui va nous manquer. Des gens qui peuvent être dans des PhD, donc des gens qui vont travailler à très haut niveau dans la globalisation de la recherche clinique et qui vont être capables de piloter des systèmes de recherche clinique complexes. Merci beaucoup Yannick. Alors, j'espère que, là on a beaucoup parlé et je pense que ça vous fera un bon épisode, voilà et en tout cas c'est je trouve que tu as un parcours, très, 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 inspirant. Merci. J'espère que, vous auditeurs, vous êtes inspirés aussi autant que moi et voilà, ça vous donne une idée sur un professionnel de la recherche clinique qui a pris, aussi une voie différente mais toujours liée à la recherche, donc voilà. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée où que vous soyez et à très bientôt.